Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour cette table ronde organisée par l'ESCA Business Hub. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du futur du travail avec plein de sujets, la quête de sens, le besoin de transparence, l'intelligence artificielle, l'impact, etc., etc. Aujourd'hui, je suis accompagné de Perrine Vincé-Soulier, spécialiste en richesse humaine et ressources humaines, intelligence artificielle, évidemment. Bonjour Perrine, merci de nous rejoindre. Euh, tu nous Bonjour parleras, à tu tous. nous parleras de l'évolution de la quête de sens au travail, de l'intelligence artificielle et de comment est-ce qu'on peut l'intégrer de manière éthique et bénéfique. Avec nous, il y a aussi Nicolas Vergne, qui est spécialiste en reconversion et en carrière à impact, de par son poste de responsable du développement chez Jobs That Make Sense. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Nicolas, tu nous parleras de ton expérience sur l'importance de la transparence dans les entreprises à impact et dans les entreprises qui ne sont pas encore à impact, mais qui devront le devenir. Et je suis ravi aussi de faire partie de cette table ronde. Je suis Jean-Baptiste Lyon-Pinson, directeur de JLP Lab, une entreprise qui vous accompagne dans l'intégration des jeunes générations et de tout ce qui va avec les pratiques managériales et l'onboarding notamment. Aujourd'hui, nous parlerons d'impact, intelligence artificielle, mais aussi environnement et social, de quête de sens. Quelles sont les stratégies que les organisations pourront mettre en place dès aujourd'hui pour 2030? Dans un second temps, nous verrons aussi comment intégrer la transparence et pourquoi c'est important d'en parler dès aujourd'hui. Et enfin, nous verrons quelles sont les compétences qu'un employé nécessitera en 2030 pour être épanoui, performant et compétent. Le webinaire est évidemment tourné d'une manière très interactive, donc vous pouvez nous poser toutes vos questions dans le chat et Johanna, qui représente l'ESCA Business Hub, nous les transmettra et nous y répondrons à la fin de chaque séquence. L'objectif, c'est d'avoir le plus d'interactivité possible. Et dans cette optique-là, avant d'embrayer sur la première partie qui sera comment la quête de sens évoluera-t-elle dans le monde du travail de 2030 avec l'intégration croissante de l'intelligence artificielle, j'ai une petite question à vous poser qui est sous forme de sondage à laquelle vous pouvez répondre. Johanna va vous le mettre à disposition dans le chat directement. Et ça va nous permettre de comprendre un petit peu où est-ce que vous vous situez aujourd'hui et quelles sont vos attentes et aussi vos anticipations, entre guillemets, sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans votre travail en 2030. Alors, Perrine, peut-être que tu peux nous intégrer, pendant cette première phase de réponse à ce sondage, est-ce que tu peux nous introduire un petit peu comment est-ce que tu anticipes l'évolution de l'intelligence artificielle d'ici 2030 et comment est-ce que ça peut s'intégrer dans le besoin de quête de sens? Ouais. On vit effectivement une époque absolument incroyable, formidable, une révolution technologique à nul autre pareil. Il ne vous aura pas échappé effectivement que depuis novembre 2022, OpenAI a chamboulé vraiment l'univers du travail. Alors, les débuts ont été assez timides au niveau de l'adoption, enfin, même si la croissance et le nombre d'abonnés à OpenAI sur ChatGPT a été absolument fulgurant. C'est vrai qu'en France, on a regardé ça avec un œil assez distant et assez dubitatif dans un premier temps, moi la première. Mais en tout cas, effectivement, on observe depuis un certain nombre de mois maintenant que l'intelligence artificielle va complètement révolutionner notre manière de travailler, notre rôle, nos compétences à l'intérieur de nos différentes organisations. On parle de plus en plus d'automatisation des tâches répétitives qui vont permettre effectivement de dégager du temps aux collaborateurs, aux salariés pour se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée, à plus forte valeur ajoutée, à davantage d'impact. Et ça, c'est peut-être effectivement le symptôme le plus marquant, je pense, de cette révolution technologique qu'on aborde aujourd'hui et du fait que 85% des métiers seront impactés de manière plus ou moins importante, effectivement, par l'intelligence artificielle dans les années à venir. Mmh. Effectivement, c'est aussi ce que dit notre public aujourd'hui avec 54% des participants qui jugent que toutes les réponses disponibles que nous avons proposées seront des impacts importants sur leur travail. Alors, pour rappel, on parlait d'amélioration de la productivité, comme tu l'as dit, mais aussi de création de nouveaux emplois et surtout de réduction de tâches répétitives qui arrivent en deuxième position dans ce sondage. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta vision sur la quête de sens, puisque c'est le sujet de cette première partie, et comment est-ce que dans ton métier, tu envisages
potentiellement les intégrations avec l'intelligence artificielle, parce que j'imagine que c'est un fort sujet auprès de tes clients et partenaires, mais aussi auprès des candidats qui utilisent la plateforme Jobs That Make Sense. Ouais, merci pour la parole. Alors, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle. En revanche, en effet, à travers Jonathan Nexen, je vois l'évolution de cette quête de sens de toute une population. Plusieurs choses. Déjà, en fait, il faut peut-être rappeler c'est quoi finalement le sens, parce que du coup, Complètement. c'est pas si simple à définir. Souvent, par sens, on fait un raccourci par travailler dans un job dont la mission principale est d'avoir un impact un impact positif sur la société, sur son environnement, etc. Mais finalement, c'est un peu plus que ça. Le sens, il y a un peu, nous, on voit 6 dimensions qu'on peut remettre en 2 catégories. C'est déjà en fait pourquoi on travaille. Et donc ça, pourquoi on travaille, il y a l'utilité sociale de la structure, à savoir mon travail, de par mon job ou la structure, a un impact positif sur du coup le social, l'environnement ou des causes en tout cas qui nous touchent. Et la deuxième chose, c'est l'intérêt des missions. En fait, concrètement, ce que je fais, ça m'intéresse, je peux résoudre un problème, je vois la conséquence directe de mes actions. Donc ça, c'est un peu le sens du travail, dans le sens, le why, vraiment le pourquoi on travaille. Et après, il y a le comment on le travaille. C'est-à-dire, il y a des gens qui, moi, je veux avant tout être dans une structure où il y a une rectitude morale, c'est-à-dire, en fait, il y a une forme de justice et d'équité, il y a une considération de tout le monde, il y a une sécurité. Donc ça, c'est une forme aussi de sens, de dire, je sens que toutes les règles de l'entreprise correspondent à mes valeurs. Il y a une notion d'épanouissement et d'équilibre. De plus en plus, les gens, en fait, ils veulent un équilibre vie pro, vie perso, ils veulent pouvoir avoir du télétravail, ils veulent avoir de la flexibilité. Il y a le sens en tant que relation de travail. En fait, je ne suis pas qu'une machine qui arrive devant cet ordinateur et qui fait ces choses. Je veux aussi nouer des relations sociales, de complicité avec mes collègues. Et enfin, il y a une forme de reconnaissance, c'est-à-dire, en fait, on est dans un travail dans lequel on se sent valorisé au sens où on a une rémunération qui correspond à nos attentes et au sens où on a une reconnaissance de nos compétences. Et finalement, le sens, c'est la somme de ces 6 composantes. Tout le monde recherche ces 6 composantes, mais à des égards différents. Et donc, du coup, c'est après, chacun y met, si on veut, une pondération différente. Mais finalement, en tout cas, on voit que cette quête de sens augmente. Il y a d'ailleurs des phénomènes là qu'on a pu décrire, qu'on a un peu explosé pendant les années Covid, qu'on appelle de big quitting. Il y a une énorme vague de démissions qui a eu lieu pendant le confinement. Puis, il y a une vague qu'on a appelée le quiet quitting. Le quiet quitting, c'est quoi? C'est le principe de on n'est pas totalement en accord avec son job, pour autant, on se voit mal le quitter par n'importe confort, parce qu'on ne voit pas d'autres opportunités, parce qu'on est dans une région où il n'y a pas d'autres opportunités, etc. Et on se dit, OK, je me mets en mode minimum, je rase les murs, je fais ce qu'il faut pour pas qu'on me tape sur les doigts, mais j'en fais pas plus. Et on voit qu'en France, il y aurait 37% des gens qui seraient dans cette situation. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le conscious quitting, c'est-à-dire, OK, je quitte mon job parce que mon job ne répond plus à mes valeurs. Et aujourd'hui, selon Point Rêve écologique, il y a 70% des jeunes qui seraient prêts à refuser un job pour des raisons environnementales. Donc voilà, ça c'était pour reposer un peu tout ce contexte. Et après, au final, du coup, moi, ce que je vois aussi sur le marché du travail, c'est qu'il y a 20 ans, on recrutait avec l'offre, c'est-à-dire tu veux être un directeur commercial, et en fait, on te propose une offre directeur commercial, et c'est grâce à l'offre, le contenu d'émission et le salaire qui vont te permettre de t'attirer. Depuis, je dirais, 10 ans, on parle pas mal de la marque employeur. Complètement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas seulement un job intéressant, on cherche aussi à rejoindre une structure dans laquelle il fait bon vivre, dans lequel il y a des conditions sympas, dans lequel nos collègues sont cool, dans lequel il y a un bon équilibre vie pro-vie perso. Et moi, je pense que la vague qui démarre maintenant, depuis 2020, là, c'est une vague de sens, c'est-à-dire qu'on recrute avant tout grâce à la finité de la mission. Et je vois que moi, sur Job Make Sense, entre 2 postes exactement similaires, nous, ce qu'on met en avant dans notre fil d'offre d'emploi, c'est la mission de la structure. Il y a 2 missions différentes, pourtant sur un BizDev à Paris au même salaire, et il y a un écart énorme selon la clarté, l'engagement de la mission. Et là où avant, ouais,
Je suis complètement d'accord. Et là où avant, pendant des années, enfin moi, quand je suis un petit peu plus âgée que vous, je pense, quand j'ai commencé à travailler, on disait tes problèmes, ça reste sur le pas de la porte de l'entreprise. Tu n'amènes pas ta vie privée dans l'entreprise. On observe aujourd'hui l'inverse complet. Ou au contraire, il faut que l'emploi, l'entreprise, les valeurs, la vie, les objectifs de vie et les objectifs professionnels soient parfaitement alignés. Et en fait, ça a bien plus de sens, effectivement, que d'opérer cette espèce de schisme totalement schizophrène dans lequel on a été effectivement éduqué dans les années 80-90, qui consistait à bien séparer la vie pro et la vie perso. Maintenant, on ne parle plus de effectivement séparation, mais on parle plus d'un équilibre vie pro, vie perso. Et tout ça, ça a été théorisé, ça a été légalisé, ça a été encadré effectivement par le législateur, qui effectivement a bien pris conscience qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la vie pro et la vie perso et qu'il faut bien essayer d'aligner tout ça pour donner du sens et voilà, Effectivement, engager les collaborateurs. Ouais. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites tous les deux, c'est que les jeunes aujourd'hui se retrouvent beaucoup dans ces problématiques-là. D'une part, sur cette partie d'équilibre, qui est un élément qui est revendiqué haut et fort par tout le monde. Alors, on ne sait pas forcément toujours ce que ça veut dire. Il y a peut-être une problématique de communication et de clarification qui doit avoir lieu à la fois chez les jeunes d'eux-mêmes, d'un point de vue assez individuel, mais aussi de la part des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et comment est-ce que nous, en tant qu'entreprise, on peut vous aider? Et finalement, l'attente en termes d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle chez les jeunes, il est relativement simple à conceptualiser. On cherche une entreprise qui va être en capacité de comprendre que j'ai des problèmes personnels qui influent donc sur ma capacité à travailler de telle ou telle manière. Et ça, forcément, ça rejoint la quête de sens dans l'idée où je suis reconnu et c'est l'un des éléments que tu citais tout à l'heure, Nicolas. Je suis reconnu en tant qu'individu qui apporte une somme de compétences, etc., et où on valorise mon temps dans l'entreprise, mais je suis reconnu en tant qu'individu plein et pas seulement pour mes compétences professionnelles, mais aussi pour ce que je peux apporter de manière personnelle. Et c'est ça finalement l'une des réponses que l'on peut donner. Alors Nicolas, je parle évidemment sous ton couvert, aux entreprises qui cherchent à apporter et à répondre à cette quête de sens et qui pour autant n'ont pas encore eu l'occasion ou ne se sont pas encore suffisamment penchés sur la question de l'impact environnemental tel qu'il peut être conceptualisé chez Jobs That Make Sense. Finalement, moi, ce que je vois chez mes clients, c'est qu'ils me disent, mais la quête de sens, c'est super, mais nous, pour l'instant, on n'est pas encore prêt à communiquer sur notre impact environnemental et social parce qu'on ne veut pas tomber dans du greenwashing et c'est très bien, mais il y a quand même des éléments qui peuvent être mis en place dès aujourd'hui pour traiter ces sujets-là. Et je pense que ça, c'est un élément très important. Bah, déjà, je pense que ce qu'on voit aussi, c'est que de la même façon que la transition numérique, il y a 20 ans, 25 ans, a bouleversé tous nos métiers, là, ce à quoi on assiste, c'est à une transformation écologique, si on veut, et sociale de tous nos métiers, ce qui fait qu'il y a à la fois des nouveaux métiers, ce qu'on appelle les métiers verts. Les métiers verts, c'est toutes les professions dont la finalité et les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser et corriger les impacts négatifs et les dommages sur l'environnement. Donc en gros, ça, c'est vraiment, je suis ingénieur dans les énergies renouvelables. Donc il y a plein de nouveaux métiers et des compétences, mais plus que ça c'est finalement, en termes de métiers, c'est 150 000 personnes, c'est 0,5% des métiers. Il va falloir des nouvelles compétences pour arriver à ça, mais la transition écologique, ce n'est pas du tout que ça. Ce qui a beaucoup plus d'ampleur, c'est c'est 4 millions, c'est les 4 millions d'emplois qu'on appelle verdissants, c'est-à-dire c'est tous les métiers traditionnels, mais en fait cadre et pas cadre. Hein. C'est-à-dire en fait, je m'occupe de réparer des pompes à chaleur, je fais de la rénovation énergétique, je suis marketing et maintenant je fais du marketing durable, je suis dans la finance et ça inclut la capacité à mesurer le carbone qu'on émet. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une transformation des métiers, il y a une hybridation des compétences qui devient nécessaire et du coup de comment inclure dans son métier des nouvelles compétences pour répondre aux enjeux environnementaux qui s'adressent à toutes les structures. Et ça, 4 millions d'emplois, du coup, c'est 15% des emplois qui sont d'ores et déjà verdissants. Et ça va toucher toutes les structures. Donc ça, je pense que c'est ça le mouvement d'ampleur auquel on s'attache. Et parce qu'aussi, il y a de plus en plus de normes, toutes les parties prenantes, que ce soit
les employés, les consommateurs, les collectivités, les partenaires, les partenaires financiers, les partenaires, bref, toute la partie prenante de la société ont de plus en plus conscience qu'il y a une urgence climatique et sociale, et donc du coup, ça demande à transformer les métiers et que chacun prenne sa part selon ses propres compétences. Et donc, pour effectivement reboucler avec la quête de sens, ça imprime une forme d'urgence à la transparence et à la communication au sein des entreprises qui doivent vraiment, effectivement et urgemment, repenser leur modèle économique, effectivement, et en regard, effectivement, de cette pression verte et qui est parfaitement vertueuse. Et c'est, je pense aussi dans cette veine-là qu'on a vu apparaître, effectivement, depuis quelques années, les entreprises à mission, qui effectivement ont le vent en poupe, et c'est un principe absolument génial où c'est plus uniquement le profit effectivement qui est recherché par l'entreprise, mais toute l'entreprise est alors repensée dès lors qu'elle rentre dans ce processus de devenir une entreprise à mission. Tout est repensé pour ne plus seulement mettre le profit en premier objectif, mais aussi l'impact environnemental, sociétal, social, etc. Et là, on rentre vraiment dans une économie bien plus vertueuse. Et c'est aussi les salariés, les candidats, le marché du travail qui nous challenge sur tous ces sujets-là. Et effectivement, comme tu le disais, Nicolas, tout à l'heure, avec un gros boulot à faire en termes de marque employeur et de communication, tant à l'interne qu'à l'externe, hein, d'ailleurs. Il faut que les deux soient vraiment pensés en miroir. Communication interne pour continuer de séduire et fidéliser des collaborateurs, mais aussi communication à l'externe, au travers de la marque employeur pour capter des publics et des candidats qui soient alignés et attirés par les valeurs mises en place par l'entreprise, effectivement. Complètement, c'est vrai que… Pardon, vas-y Nicolas. Vas-y, si tu veux. C'est vrai que le sujet de la marque employeur, c'est un sujet qui est très important. Alors, on peut en parler, même si ce n'est pas forcément le sujet central de cette première partie-là. Et ça reboucle effectivement avec le sujet de la quête de sens. La marque employeur et l'ambiance dont on parlait et dans ta définition, Nicolas. L'ambiance de travail, ça n'est pas le baby-foot dans l'open space et la corbeille de fruits. On est sur quelque chose de bien plus large que ça. Même si c'est sympa. Et finalement, effectivement, c'est très sympa, mais enfin… c'est pas une finalité, c'est pas une finalité. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que ça le soit. Ça ne peut pas l'être parce que très vite, en fait, on tombe sur quelque chose en fait, on a fait ça pour la forme et finalement, ça n'est qu'une chimère, si on veut. Et ça, on en parlera tout à l'heure dans les sujets de transparence. Ça, pour la génération Z, c'est un vrai sujet. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer ces éléments de quête de sens, aussi pluriels soit-il, au regard de l'intelligence artificielle? Et ça, du coup, finalement, c'est une question plus pour toi, Perrine. Aujourd'hui, si l'intelligence artificielle remplace une partie humaine individuelle, que ce soit sur des tâches répétitives ou alors, encore une fois, sur une notion d'augmentation de la productivité, comment est-ce que l'on peut justifier dans une entreprise qui utilise et qui a raison d'ailleurs, utilise l'intelligence artificielle, comment peut-on justifier d'une forme de quête de sens quand même? Quête de sens, enfin, moi je l'utilise beaucoup l'intelligence artificielle, notamment pour brainstormer sur tous ces sujets-là. Parce qu'en un claquement de doigts, une IA bien paramétrée et dans laquelle je vais injecter un prompt bien fichu et bien intelligent ira effectivement observer et me pousser toutes les bonnes pratiques. Il faut que l'utilisation de l'intelligence artificielle et que l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos process soit vertueuse, et brainstormer avec l'outil et lui faire itérer sur des sujets d'entreprise à mission, de marque employeur, de bonnes pratiques, de RSE, etc., rend des résultats souvent hyper efficaces. C'est souvent les services RH qui sont un petit peu solos sur ces sujets-là au sein de l'entreprise, et en tant que RH, on vit souvent un peu une forme de solitude. Donc effectivement, avoir ce nouveau partenaire qui est l'intelligence artificielle avec lequel on peut discuter et brainstormer, c'est vraiment un levier hyper intéressant à activer pour l'intégrer. Après, on entend souvent effectivement les dangers de l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos métiers, avec le fait que ça va détruire et faire disparaître des métiers. Alors ça va effectivement énormément impacter
l'ensemble des emplois, quasiment. Enfin voilà, on le disait tout à l'heure, plus de 85% des métiers vont être impactés effectivement par l'IA tôt ou tard, si c'est pas déjà fait. En revanche, sur la disparition des métiers, oui, il y a probablement effectivement des métiers qui vont être en recul. En revanche, ça va en créer davantage. On voit des nouveaux métiers émerger aujourd'hui qu'on n'aurait pas imaginé. Enfin, moi, il y a 24 mois en arrière, un prompt ingénieur, je ne savais pas ce que c'était, quoi. Et j'aurais pas pu imaginer ce que c'était tant que j'avais pas mis les mains effectivement dans l'outil, quoi. On va avoir des ingénieurs en éthique de l'IA, des concepteurs d'interface cerveau-machine. Enfin voilà, ça va créer effectivement tout un tas de nouveaux métiers. Et puis pour mes collègues RH qui souvent s'inquiètent de se faire remplacer un jour par la machine, je leur dis mais c'est pas tant par la machine que vous ferez tôt ou tard remplacer, c'est par quelqu'un qui saura utiliser la machine. Et qui l'aura implémenté dans ses process et dans son activité pour effectivement en tirer les meilleures parties et gagner en productivité, en efficacité, en précision, en créativité aussi, parce que c'est aussi un des travers qu'on m'oppose souvent, mais l'intelligence artificielle, c'est la mort de la créativité. J'ai peur que effectivement tout soit relégué à la machine et que j'ai mais au contraire, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, de trouver des nouvelles idées, d'explorer des nouveaux territoires que vous n'aurez même pas eu jusqu'à présent, peut-être l'idée même d'explorer. Donc, non, moi, je suis les mains dans l'intelligence artificielle depuis une dizaine de mois et au contraire, j'ai plutôt l'impression d'avoir découvert bien plus et appris bien plus depuis que je pratique qu'avant, quoi. Et la courbe d'apprentissage, en plus, est, je trouve, hyper exponentielle. C'est très intéressant. Alors, je voudrais bien aller plus loin dans cet échange, mais malheureusement, il faut qu'on avance sur les autres sujets. Avant de partir sur le sujet de la transparence, nous avons Bertrand qui nous pose une question par rapport à la quête de sens et son importance, et plutôt les différences d'importance. Alors, je vous la partage. Cette quête de sens, les valeurs et la marque employeur a-t-elle la même importance pour un jeune qui va travailler dans la tech par rapport à un jeune qui va travailler dans le BTP ou comme aide-soignant dans un EHPAD? Pour moi, en réalité, on parle de quête de sens sur la génération Z. Alors, c'est un petit peu compliqué de stigmatiser toute une partie de la population en se disant que tout le monde pense de la même manière. C'est un peu comme l'astrologie, selon moi. On n'est pas forcément catégorisable en 12 catégories. Ça me paraît complexe et c'est la même chose pour les générations. Maintenant, effectivement, il y a quand même des traits qui sont communs et la quête de sens, le besoin de transparence en font partie. Pour autant, ça reste des problématiques qui sont très individuelles. Et je pense que plutôt que d'essayer d'analyser l'importance de la quête de sens en fonction du secteur, c'est plutôt important de se poser la question par rapport à l'individu. Donc, il est possible que vous ayez deux individus qui postulent au même emploi dans le même secteur, qui n'aient pas du tout le même rapport en fonction des 6 dimensions que Nicolas a évoquées par rapport à la quête de sens, puisque ce sont tous des vases communicants. Et donc, par de facto, si vous voulez, ce sont des valeurs qui sont très individuelles. Pour autant, je pense que les entreprises qui sont en recherche de recrutement de nouveaux collaborateurs, etc., et même celles qui ne le sont pas, ont tout intérêt à se poser la question de la quête de sens et comment est-ce que cette quête de sens-là peut être retraduite dans les processus, dans l'organisation en elle-même. Donc, plutôt que d'essayer de comprendre quel est le secteur qui sera le plus porteur de cette quête de sens, aussi vaste soit-elle, plutôt se poser la question de comment est-ce que moi, en tant qu'employeur, je peux réfléchir à ces questions-là et comment je peux utiliser les ressources qui sont déjà à ma disposition pour l'intégrer. Je ne sais pas si vous avez des remarques, Nicolas et Perrine, sur cette question. Je suis hyper d'accord. C'est pas une question de secteur d'activité, c'est, je pense, effectivement plus une question de génération avec une grosse tendance. Je suis d'accord, il ne faut pas généraliser non plus et on a certes effectivement c'est ça. Une individualité propre et on a une identité propre et individuelle chacun, mais il y a quand même une grosse tendance et qui s'applique de manière parfaitement transverse, il me semble, sur l'ensemble des secteurs, que ce soit la santé, la banque, les assurances, les télécoms, etc. Après, selon les Pardon. Vas-y. Je t'en prie. Je pense que selon les typologies de métiers, on peut être aussi peut-être plus attentif à différentes choses. Typiquement, je pense je suis un médecin, je suis un aide-soignant. Je pense que la notion de sens dans la finalité de la mission, elle n'est pas vraiment à démontrer. Donc, ce n'est pas vraiment ça le levier sur lequel jouer. Par contre, pour avoir des vrais profs, des gens qui sont dans l'hôpital public, en termes de conditions de travail,
bon, de genre juste une salle pour manger, juste en termes d'horaire, juste en termes ouais, de prendre soin des gens au quotidien. Ah là, c'est peut-être le levier sur lequel jouer. Quand les cadres, en fait, finalement, ont peut-être des conditions de travail qui sont en général plus sympas, mais c'est peut-être l'affinité de la mission sur laquelle ils portent plus d'attention. Quand, en fait, du coup, je pense aussi que selon cette typologie de métier, tout le monde recherche du sens ou du moins des conditions de travail plus sympas. Les Et en fait, moyens, et, ouais, et pardon. après, et après, là, les exemples, c'était BTP, aide-soignant et tech. C'est trois métiers qui, dans leur typologie, sont ultra pénuriques, où les Mmh. structures galèrent énormément à côté de ces trois types de profils. Du coup, ça mène à quoi? C'est qu'a priori, ces trois profils peuvent se permettre d'être très exigeants sur pas mal de choses. Et donc, du coup, et ben, en fait, la différence, ça va jouer sur quoi? Pour moi, tout candidat, pour moi, il recherche quatre choses. Il recherche un salaire décent, ils recherchent à monter en compétences, à apprendre, etc. Ils cherchent des conditions de travail qui sont sympas et ils recherchent du sens. Et en fait, selon les typologies, vous pouvez jouer sur une ou les quatre choses, mais en fait, tous les candidats cherchent ces quatre choses. Et donc, du coup, si vous recherchez des postes pénuriques, il va falloir faire mieux que d'autres personnes qui recrutent sur une ou plusieurs de ces composantes, quoi. Voilà. C'est ça. Effectivement, tout est dans l'équilibre et cet équilibre, il doit être défini en fonction de votre contexte, qui est, tout à fait unique en soi. Alors, je vous propose de passer au deuxième volet de ce webinaire qui tourne autour de la transparence, l'importance de la transparence dans les valeurs, dans les processus et dans les données, effectivement aussi, par rapport à l'intelligence artificielle, dans le monde de demain et comment est-ce que l'on peut commencer à l'intégrer dès aujourd'hui, pour que ça puisse être un sujet de fond, en 2030. Alors la transparence, elle est très, très importante, particulièrement, dans les entreprises à impact. N'est-ce pas, Nicolas? Je pense que ça peut être toi la personne la plus désignée pour nous parler de ce premier élément-là. Qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce que c'est conceptualisé chez tes clients et tes partenaires? En effet, du coup, là, je disais que toute structure pouvait attirer sur quatre composantes. Les assos ou les petites structures à impact, sachez qu'en fait, je pense que ça représente aussi l'économie française, mais là, sur Job Make Sense, 65-70% des structures ont moins de 15 personnes. Donc, quand on est moins de 15 personnes, quand on est dans l'ESS, ce qui implique dans les statuts une lucrativité limitée, etc., ce ne sera jamais ces structures qui auront les poches les plus profondes pour attirer des candidats par rapport à d'autres endroits. Donc, du coup, il va falloir jouer sur d'autres choses, genre le sens. Et donc, du coup, en effet, d'arriver à traduire de la façon la plus claire et engageante possible sa mission, c'est finalement là-dessus que ça va jouer. C'est finalement pas à remettre en cause, je sais pas moi, toutes les structures, là, Make Sense, l'asso dans laquelle je suis, on est aussi un incubateur, toutes les structures qui sont incubées, elles sont toutes des projets incroyables, mais je pense que la façon de, traduire la mission sur laquelle ils travaillent, la façon de calculer leurs mesures d'impact, la façon de traduire avec des chiffres ou de façon hyper, je dirais, claire et transparente leurs objectifs, c'est ça qui va faire la différence sur attirer les personnes. Je m'étais noté pour moi là, les choses que je voyais pour moi en stratégie pour du coup promouvoir ces valeurs parmi les employés et les adopter, parce que je pense que le challenge, il est au moins autant d'attirer des nouvelles personnes que de garder les employés. Il y a quelque chose qu'on appelle en RH la employee lifetime value, c'est-à-dire qu'en fait, quand on recrute quelqu'un, on a passé du temps à le recruter. Un process de recrutement, ça peut être très long. Ensuite, on prend du temps à le former. Il y a une personne qui arrive, elle est très enthousiaste, mais elle ne sait pas faire grand-chose en arrivant. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'au moins jusqu'à peut-être 6 mois, facile, hein, peut-être même plus, on perd de l'argent relativement parce que c'est le temps de recrutement, c'est le temps de formation, etc., etc. Et en fait, par contre, plus la personne reste dans la structure, plus la valeur qu'elle apporte à la structure est importante. Or, on voit que, qui plus est dans la Gen Z, et ben en fait, le cycle de vie de quelqu'un, c'est souvent 2 ans, Ouais, 3 ans. J'ai pas la stat. Oui, c'est beaucoup plus court, effectivement. Après, est-ce que ça veut dire que, d'ailleurs, c'est un sujet, on cherche à forcément réduire le turnover. Naturellement, de manière culturelle, il faut bien comprendre que les carrières à 45 ans dans la même entreprise, ça n'existe plus, et ça n'existera probablement plus. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en capacité de maximiser l'intérêt et la pertinence de rester dans la même entreprise jusqu'à 5 ans. Je pense que essayer d'aller au-delà de 5 ans, c'est quelque chose d'assez euh, oui, c'est Oui, rêveur. il y a une Après, image c'est changement. possible, hein. Mais passer Voilà, entre garder quelqu'un 2 ans et garder quelqu'un 5 ans, bah, rien à voir. effectivement.
pour autant, moi, c'est vrai que c'est souvent un sujet chez mes clients qui me demandent jusqu'où on peut aller. Je pense que 5 ans, c'est vraiment le maximum. Et quand on arrive à garder un jeune pendant plus de 5 ans, c'est quand même un sacré tour de bras. Ça veut dire qu'on fait quand même un certain nombre de choses dans son prisme à lui ou à elle de manière très correcte. Est-ce que pour autant, on n'arriverait pas à passer de 2 à 3 ans? Moi, je suis convaincu que si. Pour autant, la question de la transparence est très, très importante. Parce que un jeune à qui on vend des valeurs en entretien d'embauche, qui ne les retrouve pas derrière ou qui se rend compte qu'elles ne sont pas tout à fait bien représentées, finalement, dans ce sens-là, la transparence, c'est une question d'honnêteté. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que si j'arrive… Ouais. Pardon, excuse-moi. Si j'arrive dans une entreprise et qu'on me dit ici, c'est l'entraide absolument, etc., c'est affiché sur mon site web, mais que quand j'arrive, je me rends compte qu'en réalité, c'est un petit peu chacun pour sa pomme, je vais plus mal le vivre que si on avait été froidement honnête avec moi en me disant, bon, là, notre environnement de travail, c'est plutôt comme ça que ça se passe. En fait, moi, c'est ce que j'appelle le value washing. Alors après, peut-être que le terme n'est pas forcément bien choisi, mais ça, en termes de transparence, c'est fondamental. Si on n'est pas en capacité d'être honnête à la fois de manière globale au sein de l'entreprise vers l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise, d'un point de vue beaucoup plus micro, si on veut, d'un manager vers son manager, vers son équipe, ça, c'est pas possible. Et finalement, on se rend compte que la transparence, ça n'est pas que cette notion de on valorise notre engagement environnemental, on valorise notre engagement social. On est aussi sur des choses qui sont beaucoup plus terre à terre. Finalement, moi, ce que j'explique régulièrement, c'est je dis ce que je fais ce que je dis. On n'est pas obligé d'aller dans toutes les considérations environnementales, même si c'est fortement encouragé, bien évidemment. Et cette notion-là, elle est similaire sur l'intelligence artificielle pour moi. Si on est en capacité d'utiliser l'intelligence artificielle pour raccourcir, valoriser, transformer son propre métier, il faut qu'il y existe un espace dans l'entreprise où on puisse le dire. Voilà ce que je fais, voilà comment je le fais, et voilà pourquoi je le fais. Finalement, ça n'est qu'une affaire de communication, et ça c'est un vrai sujet. Il y a en rebond de ça, un peu en synthèse de ça, un sujet d'incarnation. Avec la transparence, il y a aussi un sujet d'incarnation des valeurs. Et ce qu'on commence à constater effectivement, c'est que ces valeurs, si elles ne sont pas incarnées, effectivement, elles sont pas. C'est ça. C'est pas top. Elles ne vivent Donc, pas. il faut peut-être éviter d'ailleurs. Moi, je conseillerais assez, peut-être un petit tips à creuser et à discuter avec vous. J'aime bien souvent dire que les valeurs, l'incarnation des valeurs, c'est un peu comme l'amour. Ça ne se décrète pas, ça se démontre. L'amour ou l'amitié, voilà, il suffit pas de dire à quelqu'un qu'on l'aime, il faut surtout lui montrer, lui démontrer et par des actions, quoi. Les valeurs que vous allez définir peut-être pour vos entreprises, il faut peut-être pas immédiatement les placarder sur la porte d'entrée de votre entreprise, sur votre papier en tête, sur votre site internet. Il faut peut-être d'abord et en amont essayer de les distiller et de les faire infuser dans la totalité de vos processus métiers, dans la totalité de vos pratiques maison, dans la totalité de votre processus managérial, dans votre mode de gouvernance, dans l'organisation de vos documents, etc., que ce soit vis-à-vis du public ou vis-à-vis de vos collaborateurs. Et une fois que tout ça est bien intégré, bien infusé, là, effectivement, vous pouvez vous permettre de les placarder parce qu'elles seront incarnées et que ça aura du sens. Si c'est d'abord placardé, mais pas incarné, c'est ça. Effectivement, ça fait vraiment c'est ça. Pour moi, le lien à faire aussi, finalement, dans comment on garde ses salariés, outre, en effet, hein, c'était très, très juste pour moi, être sincère sur sa démarche et montrer qu'on incarne la mission ou les valeurs qu'on a dit, parce que j'ai aussi, le monde des paros, même dans les structures à impact, du coup, j'ai des copains qui ont fait le pas de « Ok, je pars de McKinsey pour aller dans une structure à impact », et en fait, en me disant bah, super, en fait, le CEO ou n'importe le fondateur ou la fondatrice, il avait un ego comme ça. C'était d'abord, je sais pas, son image ou autre avant la mission. Et donc, du coup, ouais, en fait, c'est surtout business avant la mission. Donc, ça, c'est incarner ce qu'on se dit. Et deux, c'est comment, pour moi, on implique ces salariés dans la définition des objectifs, de ses valeurs, dans la gouvernance. Et ça, aujourd'hui, c'est une demande de plus en plus grande
des gens que d'être impliqué dans les décisions stratégiques, de ne pas être qui va sentir qu'on me rapporte à 12 strates, ce qui fait que je sais pas, chez Make Sense, il n'y a pas de CEO, il y a pas de chef, il y a pas de chef. Et le stagiaire ou la stagiaire foncièrement a autant de voix qu'un autre. Notre devise, et que j'espère qu'on incarne, c'est be free as much as you're responsible, c'est-à-dire tu es aussi responsable que tu penses que tu peux être. Si tu juges que tu peux assumer les conséquences de tes actions et que tu maîtrises tel périmètre et que ce périmètre il est plus gros a priori que ce que ton poste disait, et ben vas-y, tu es libre d'expérimenter et de faire ce que tu as envie, quoi. Voilà. C'est effectivement, c'est très intéressant. Alors, je me permets de vous couper légèrement. En parallèle de ça, Johanna a lancé un sondage sur cette partie qui vient de nous revenir, et ça peut être intéressant de rebondir dessus. Quels aspects de l'engagement sociétal et environnemental sont les plus importants pour choisir un employeur pour vous? 88% répondent le bien-être au travail, la santé mentale, l'équilibre vie pro, vie perso. Effectivement, en termes de transparence, ça, c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que dans cette lignée de je dis ce que je fais ce que je dis, si on crée un espace qui permet justement d'avoir l'intégration de ces sujets-là dans le monde du travail, et ça rejoint aussi effectivement ce qu'on disait juste avant par rapport à la quête de sens et la globalité, l'intégration globale d'un individu au sein d'une entreprise, la boucle est bouclée en définitive. Donc, le bien-être au travail, c'est un vrai sujet. C'est pas un sujet qui est récent avec la génération Z. On n'a pas inventé ça, malheureusement. C'est un sujet qui a toujours été présent et qui sera toujours de plus en plus présent, puisque finalement, les entreprises aujourd'hui n'ont pas vraiment d'autre choix que de considérer ça, puisque l'environnement social, environnemental et légal fait que ce sont des préoccupations qui doivent être intégrées. Pour autant, on remarque effectivement des degrés différents. Et ça, on peut pas forcément les contrôler et c'est normal. Mais voilà, le bien-être au travail, c'est le sujet le plus important, principalement sur les générations Y et Z. Et c'est ce que je vois aussi chez mes clients. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de l'intégrer? Ça, c'est finalement la problématique, parce que se dire que c'est un sujet, c'est très intéressant, mais se dire comment est-ce que je peux le faire? Eh bien, la transparence est une des réponses à ça. Si on est capable de créer un environnement transparent dans les deux sens, donc ça rejoint une capacité de communication, je fais ce que je dis ce que je fais, mais je suis aussi capable d'écouter ce que les autres font et ce que les autres attendent de moi. Si on arrive à créer cet environnement-là, une fois qu'on est bien sûr qu'il a été intégré complètement dans les processus, dans les organisations, ça n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on est en capacité de le placarder. Et c'est ça la recette gagnante, finalement. Exactement. Et puis, la culture de l'innovation aussi. On n'a jamais, je trouve, autant parlé depuis ces dernières années là, de formation, développement personnel. Ça fait partie aussi de la quête de sens, ça fait partie aussi du bien-être au travail et de la santé mentale. Complètement. Être dans un job, être enfermé dans un job sans perspective d'évolution, sans rien apprendre, voilà, à un moment donné, sauf à avoir effectivement une structure mentale assez particulière, on finit par sécher, quoi. Et on a la chance aussi aujourd'hui, c'est tout l'attrait et l'importance et la magie de l'époque aussi qu'on vit, où on a aujourd'hui accès à plus d'informations qu'on n'en a jamais eu, quoi. J'avais entendu il y a quelques années maintenant une petite phrase qui m'avait fait tilt effectivement en termes d'accessibilité de la donnée via le digital. Aujourd'hui, un berger Maasai a accès en direct depuis son téléphone à plus d'informations actualisées que ne l'avait le président Nixon en son temps. Qui est phénoménal. Qui a un accès du coup à l'information. Donc voilà, on a au bout des doigts, au travers du digital effectivement, une manne absolument phénoménale. Reste à savoir ce qu'on en retire, comment on en retire effectivement un bénéfice, ce qu'on en fait, et comment on intègre effectivement cet accès facilité à la donnée, à la formation dans nos métiers, dans nos process d'évolution, dans nos campagnes, et dans nos process de fidélisation de nos collaborateurs, etc., etc. Complètement. Et c'est vrai que l'accès à l'information et la manière dont c'est traité, on en parlera dans le troisième volet, ce qui me permet du coup de faire
un léger détour avant de l'introduire. Perrine, Christine te pose la question de savoir quelle plateforme est-ce que tu utilises, ChatGPT ou autre, et qu'est-ce que tu recommanderais à un niveau RH et pourquoi? Alors, j'utilise, moi, il y a un point sur lequel je suis particulièrement attentif quand je travaille effectivement sur des sujets RH. La conformité légale est absolument fondamentale, clé, incontournable, essentielle. Je veille du coup à utiliser des IA qui sont connectées à Internet et elles ne le sont pas toutes. Toutes les versions ne le sont pas. Par exemple, j'utilise énormément de ChatGPT. J'ai effectivement un abonnement à ChatGPT et j'utilise beaucoup de ChatGPT 4o Omni, la dernière version qui est connectée à Internet. J'utilise aussi beaucoup Perplexity qui est très, très, très efficace pour effectivement aller rechercher des informations légales, des sources en fonction des sujets juridiques sur lesquels je travaille. En revanche, pour du rédactionnel, j'aime beaucoup Mistral quand il s'agit d'écrire un article ou une procédure. Une fois que j'ai collecté sur des IA connectées à Internet toute la structure juridique et et que j'ai finalisé tous les aspects légaux, j'aime et je préfère utiliser Mistral pour rédiger. Parce que Mistral, qui est donc une IA française, rédige beaucoup plus à la française que ne peut rédiger un ChatGPT qui a vite fait, quand il rédige, de partir dans des travers un peu américains où tout est amazing, tout est génial. Quand on lui demande effectivement de rédiger, c'est très emphatique. Alors qu'un Mistral aura plus effectivement une manière de rédiger plus proche de ma sensibilité franchouillarde. Mais voilà, en tout cas, veillez, un conseil pour les RH, veillez à utiliser, si vous avez un impératif de conformité légale, ce n'est pas toujours le cas, par exemple, sur la rédaction d'une fiche métier, on n'a pas forcément besoin d'avoir accès à de l'information légale ultra fraîche. En revanche, si vous êtes sur un travail, sur une note juridique, bien évidemment, attention aux IA que vous utilisez et veillez à ce que l'IA soit bien connectée à Internet et surtout, vérifiez les sources. On sait que les IA ont un peu tendance, même clairement tendance à halluciner. Demander à l'IA de citer les sources avec les URL et vérifier effectivement les sources parce que même en faisant ça, parfois, on a des surprises. Et une technique aussi qui est hyper pratique en RH, c'est de croiser les IA. Quand je fais un travail sur ChatGPT et qui m'a fourni une réponse, j'aime bien aller poser les mêmes questions et challenger la réponse de ChatGPT dans Perplexity, par exemple, en disant voilà la question que j'ai posée à ChatGPT, voilà la réponse qu'il m'a fournie. Vérifie, challenge et montre-moi si tu es capable de faire mieux. Ce qui permet effectivement de croiser les infos et de corriger certains biais et certaines hallucinations que peut et qu'aura de toute façon la machine. Et ça, vérification, on ne dira jamais assez. Très intéressant, merci Perrine. Alors, cette fois-ci, une question pour vous deux, Perrine et Nicolas. Enjeux environnementaux et verts, mais les IA en 2023 représentaient 14,3 millions de tonnes de CO2. Alors finalement, avec cette information-là, comment est-ce qu'on peut justifier un mouvement vert avec l'adoption des intelligences artificielles? Il faut apprendre à prompter. C'est pas l'IA qui… Enfin, si, l'IA est bien évidemment très, très consommatrice d'énergie. Ce qui est encore plus consommateur d'énergie, c'est quand vous ne savez pas trop effectivement comment utiliser l'IA et que vous allez questionner 10 fois et itérer un certain nombre de fois avant d'obtenir du coup votre réponse finale. Si vous savez et si vous apprenez effectivement à prompter correctement, prompter, c'est discuter avec la machine. C'est la manière dont vous allez poser vos requêtes, vos questions à l'outil. Si vous lui posez tout de suite et du premier coup la question d'une manière correcte et en respectant un certain nombre de principes qui s'apprennent et que dont vous trouverez des listes hyper bien faites sur LinkedIn notamment, si vous apprenez effectivement cette compétence-là, ça limitera le nombre d'itérations et d'échanges obligatoires pour obtenir le résultat final attendu. Et ça, c'est une manière effectivement de limiter l'impact énergétique de l'IA. Et il y en a d'autres. Parfait. Nicolas? Perrine est bien plus experte que moi sur l'intelligence artificielle. Donc, alors peut-être plutôt d'un point de vue philosophique, dans l'idée, comment est-ce qu'on peut justifier d'un mouvement vert alors même qu'une partie de notre activité ne l'est pas du tout? Ouais, en fait, je préciserai quand même que selon moi, là, quand on parle d'impact environnemental, moi je différencie le why du how, c'est-à-dire pour toute structure, c'est une structure qui me dit je suis engagé parce que on a limité ça, on a réfléchi à ça, c'est bien. Mais pour moi, je prends une réponse très personnelle. Hein. C'est que pour moi,
typiquement, l'impact principal d'une plateforme d'emploi ou un RH, c'est avant tout qui elle accompagne, que ce soit en tant que candidat, est-ce qu'elle est le plus inclusive possible, est-ce qu'elle accompagne tout le monde, est-ce qu'elle accompagne ces structures RH à être les plus humaines possibles, à se développer en tant que management en accompagnant des structures engagées. Pour moi, l'impact social environnemental, il est 1000 fois plus fort ici que de se dire tiens, on supprime nos mails de nos boîtes mails tous les vendredis soirs. Et donc, du coup, pour moi, je réfléchirais en termes d'ordre de grandeur, c'est-à-dire que oui, moi, l'intelligence artificielle, j'avoue que j'utilise très peu, mais ça y est, moi, je suis même pas la Gen Z, moi, je suis déjà un boomer, mais je l'utilise peu. Je pense qu'elle peut aider et je pense qu'il y a une façon de l'utiliser de la façon la plus responsable possible. Je dirais juste que je ne sais pas si c'est la question. Si on l'utilise et qu'elle peut permettre d'avoir un impact positif plus grand, et bah, tant mieux. Mais pour moi, je questionnerais surtout le cœur d'une mission, à quel point on est sincère sur sa démarche, sur ses missions, et comment on intègre tout le monde, et où de se dire, OK, on fait plus de séminaires en avion à Marrakech, et on fait des séminaires en train à côté. Je pense que ça aura un impact environnemental plus grand, donc, même sur le point de vue cohérent. Donc, du coup, si je résume, le cœur de votre business, c'est là où vous avez le plus gros impact, puisqu'au final, pour moi, je considère que notre job, c'est notre super pouvoir, et donc du coup, autant utiliser toute l'énergie et la matière grise des gens pour avoir un impact petit sur les gens. Ça, c'est le cœur des choses. Et même en histoire de cohérence, il y a peut-être des choses à aller checker, genre les déplacements quotidiens et les séminaires, puisque le transport, souvent, c'est l'impact le plus grand d'une boîte, ou comment on utilise tout le parc informatique d'une boîte, reconditionné par les conditionnés, leasing, etc. Je pense que ça a plus d'impact que l'intelligence artificielle en termes environnemental. 1000 fois d'accord. Ok, merci. Alors, on a une dernière question et je vais y répondre. En parallèle de ça, Johanna va lancer le sondage sur la dernière partie qui est autour des compétences et des connaissances qui seront nécessaires pour un employé épanoui en 2030. Alors finalement, d'après vous, quelles sont les compétences les plus importantes? Sont-elles techniques, interpersonnelles, créatives, voire toutes? Et pendant que vous répondez à ce sondage-là, je vais me permettre de répondre à la question de Romain qui dit bonjour, on oriente beaucoup le discours sur les devoirs de l'entreprise pour satisfaire les besoins des employés. Y a-t-il un axe de travail possible dans l'autre sens, notamment certains retours des employés vis-à-vis de l'employeur, implications, attaches, etc. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une structure de marché qui fait que naturellement, on parle beaucoup plus des besoins des employés et les entreprises sont attendues au tournant quant à leur capacité d'adaptation à ces besoins-là. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est open bar et qu'on est censé dérouler le tapis rouge. Il y a effectivement certaines notions qui reste quand même très importante pour l'entreprise, il faut bien se rappeler que la relation avec son employeur, elle est avant tout transactionnelle. S'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes à avoir et beaucoup de réflexions qu'il faut avoir autour de la quête de sens, etc., l'objectif de cette relation, c'est transactionnel. Je perçois un salaire contre mon temps et mes compétences. Ça, c'est logique et ça, malheureusement, ou plutôt heureusement d'ailleurs, ça ne changera pas parce que ça reste contractuel. Pour autant, les employeurs peuvent aussi se poser la question de savoir comment est-ce que je peux demander plus d'implication, plus d'attaches, comment est-ce que je peux demander plus d'engagement aussi de la part de mes employés. En réalité, la réponse que je peux vous donner d'un point de vue génération Z, elle est, je pense qu'elle ne vous plaira pas. Malheureusement, on ne peut rien demander. On peut faire en sorte que ça soit quelque chose qui se crée de manière relativement naturelle avec tous les objectifs dont on a parlé, que ce soit en termes de transparence et en quête de sens. Finalement, on donne envie. Et donc, si j'ai envie, je m'engage. Si j'ai envie, je m'attache. Si j'ai envie, je fais plus. Je cherche à évoluer. Je cherche à rester. Quand on réfléchit à cette génération zapping, comme on peut l'appeler parfois, on se dit elle change systématiquement pour changer. C'est pas toujours vrai. Et pour le coup, je suis pas vraiment dans cette idée-là. On change parce que l'équipe ne gagne pas, mais on ne change pas une équipe qui gagne. C'est pour ça que je suis convaincu qu'on peut étendre la durée de vie d'un employé dans une entreprise. Pour autant, il y aura nécessairement un moment où on sera forcément obligé de s'arrêter parce que il y a un moment où on a envie de changement et on a envie de découvrir d'autres choses que l'entreprise qui peut répondre à tous mes autres besoins ne sera pas en mesure de me fournir. Et ça, malheureusement, ça limitera forcément mon engagement. Euh, voilà, de là à dire, est-ce qu'on peut demander aux employés de satisfaire mes besoins en tant qu'entreprise? Finalement, depuis que le concept d'organisation existe, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire que voilà, hein, l'aspect transactionnel de la relation avec son employeur, c'est quelque chose qui a été instauré par l'employeur. Est-ce qu'on peut étendre ça?
c'est compliqué. J'aurais plutôt tendance à dire faisons en sorte que ça soit une volonté plutôt qu'une demande. Alors du coup, j'espère que j'ai répondu à votre question, Romain. J'embraye sur le sondage. Quelles compétences seront les plus essentielles en 2030 d'après vous? Finalement, c'est un peu toutes les compétences, logiquement, hein, techniques, interpersonnelles et créatives. À titre personnel, je suis convaincu que les compétences interpersonnelles seront les plus importantes parce qu'à partir du moment où on a les compétences interpersonnelles, les autres peuvent se développer. Simplement, voilà, si je suis en capacité d'avoir un bon relationnel, une écoute active, de l'empathie, etc., je serai capable de m'entourer de personnes créatives qui combleront ce besoin-là et je serai capable aussi de trouver les bonnes personnes pour me transmettre les compétences techniques dont j'aurai besoin. Euh, en guise d'introduction, Perry, tu parlais tout à l'heure de la capacité aujourd'hui à avoir accès à l'information, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de phénoménal. Finalement, ça peut être quelque chose qui peut faire peur, principalement dans les domaines de la formation. Aujourd'hui, on a énormément de clients qui nous demandent comment est-ce que je peux me former, sur quoi est-ce que je dois me former pour être proche des attentes en 2030. Est-ce que finalement la réponse, ça serait pas plutôt que de se former sur un sujet, formons-nous à former ou apprenons à apprendre? Apprendre à apprendre, ouais, j'aime beaucoup le concept. Et effectivement, la culture de l'innovation, c'est aussi la culture de l'innovation au niveau des compétences et de l'acquisition des compétences. Effectivement, il y a une offre pléthorique de formation et d'organismes de formation. On le voit même avec l'intelligence artificielle. Enfin, moi, j'observe pas mal ce qui se fait autour des sujets d'intelligence artificielle. Il y a une offre pléthorique et aussi qui déploie des modalités de formation qui sont hyper intéressantes, hyper innovantes et qu'il faut exploiter. Enfin, moi, ma manière, moi, de me former sur l'intelligence artificielle, mon école, ça a été YouTube. J'ai poncé à peu près toutes les chaînes YouTube sur le sujet de l'intelligence artificielle. Je vais faire de la pub pour moi, celui qui m'a ouvert le plus de chakras possible sur les sujets d'intelligence artificielle. C'est la chaîne de Ludo Salen que je ne peux que vous inviter à aller découvrir aussi rapidement que possible. Il a une myriade de tutoriels absolument géniaux sur les sujets d'intelligence artificielle et il va vraiment dans le fond de tous les sujets. Voilà, donc une curiosité technologique. On est aujourd'hui on assiste effectivement à une vraie tendance, une vraie pression de la technologie. Et souvent, c'est quelque chose qui peut effectivement faire peur. Mais je pense que je suis peut-être un des exemples les plus flagrants. Moi, j'ai un parcours de littéraire à la base, de ressources humaines. Donc, on peut difficilement plus éloigner de la techno que je ne le suis. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est fort heureusement pour moi un peu la revanche des littéraires. Puisque c'est basé sur des techniques de langage naturel et que la manière de maîtriser le mieux cette technologie, c'est de savoir parler un français impeccable et d'utiliser les bonnes terminologies au bon moment sur et de mettre les bons termes en face des bons concepts. À partir du moment où effectivement vous avez cette capacité, cette aisance-là, the sky is the limit. Et c'est intéressant cette revanche littéraire. Ouais. Nicolas, pour toi, quelles sont les compétences des entreprises, enfin, quelles compétences sont nécessaires pour les entreprises à impact et comment est-ce qu'on peut les développer aujourd'hui, à la fois à titre individuel, mais aussi à titre d'employeur? Comment est-ce que je peux former mes nouveaux employés qui détermineront mon impact de demain? Déjà, je me note, j'ai hâte de lire la revanche des littéraires, livre de Perrine dans quelques années aux éditions Gallimard. Excellente idée, je me le note. Je note ça. Mais sinon, pour moi, les compétences, je vais vous donner des compétences générales, mais déjà, pour moi, je trouve que ça joue un petit peu selon la taille de la structure sur laquelle on est. C'est-à-dire que si on est une structure qui se lance, où on est 1, 5, 10, pour moi, il faut avant tout des profils entrepreneuriaux qui vont se reconnaître pleinement dans, un, la mission de la structure, deux, en termes de fit humain. Pour moi, c'est les critères principaux. Là, je sais que là, il y a pas longtemps, je m'amuse à faire des remises de prix à chaque séminaire en disant, OK, élisons la personne la plus drôle, la plus n'importe ponctuelle, ce qu'on veut. Et là, j'ai dit, tiens, élisons quelle est la personne de Jonathan Maxen qui se trouve avoir le
qui a le plus son ikigai chez Job That Makes Sense. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'ikigai. Au cas où, l'ikigai, c'est le job qui nous permet d'être à l'endroit où, en fait, c'est ce dont le monde a besoin, qui répond à nos causes, qui correspond à des compétences, pour lequel je suis payé pour mes compétences. Et il m'en manque un, forcément. Ce dont le monde a besoin, je crois. Ouais, je l'ai dit, je crois. Ce dont le monde a besoin, les compétences, le salaire et les compétences, peut-être. Il y a 4 composantes, vous irez voir. Et on a compris l'idée. Et il se trouve qu'a priori, selon les gens, du coup, on votait pour les gens. Et en fait, les gens considéraient que c'était moi qui trouvait le plus mon ikigai chez Jobs. Et heureusement, j'étais le premier employé chez Jobs. C'est-à-dire que, en fait, quel que soit. Et aujourd'hui, quand on a une petite structure dans l'impact, je veux dire, on va changer 15 fois de business model, on va changer 15 fois de stratégie. Il vaut mieux que la personne ait avant tout un super fit avec la mission et croit avant tout à la finalité de la structure, plutôt que de prendre un expert sur un sujet donné et n'ait pas l'agilité suffisante. Donc, je dirais que, de façon générale, les personnes qu'on va recruter aujourd'hui, les soft skills ou les compétences, ça va être l'adaptation, ça va être le niveau d'autonomie, la capacité à résoudre des problèmes, la capacité d'être proactif, d'autant plus que, a priori, les nouvelles générations sont en demande de plus en plus de gouvernance partagée, de télétravail, etc. Donc, du coup, si les gens ne sont pas autonomes, proactifs, ne sont pas capables de s'adapter à résoudre des problèmes, il y a un sujet. Et qui plus est, plus on est en amont dans une structure, plus on a besoin de gens qui ont capacité à s'adapter, etc. Et après, pour moi, la deuxième composante, c'est qu'en fait, quitter la structure d'impact, en fait, il faut comprendre un peu les gros enjeux socio-environnementaux auxquels on est. Et la troisième chose, je dirais, c'est souvent dans les structures d'impact, on est amené à parler à des parties prenantes très différentes, à un acteur public le lundi, à un acteur, une asso le mardi, à des bénévoles le mercredi, à un acteur privé le jeudi, à des fonds le vendredi. Et cette capacité de, parler à tout le monde de façon cohérente et avec de facilité de mettre les gens autour d'une table. À la limite, que ce soit dans les petites structures ou les grosses structures, même si une grosse structure, on travaille dans la RSE. La RSE, c'est quoi? C'est arriver à faire avancer toute une boîte vers une orientation qui n'était pas forcément celle initialement faite, et donc du coup, aller convaincre plein de gens qui ont des intérêts hyper différents, le directeur market, la directrice financière, commerciale, etc., de se dire oh, allez, on va aller par là. Ça demande des capacités de facilitation incroyables. Donc, voilà. Ouais. Il y a un outil de gestion des entreprises qui marche assez bien. Je ne sais pas si vous connaissez les OKR. Bon, c'est pas très récent, les Objective and Key Results, qui permet effectivement vraiment pour les personnes qui nous regardent, si vous cherchez effectivement un outil simple qui vous permette effectivement d'aligner l'ensemble de vos équipes et voilà. C'est le système des OKR. En 2 mots, vous définissez les grands objectifs de votre entreprise, qu'ils soient environnementaux, marque employeur, whatever. Et ensuite, vous allez confier le soin à chaque équipe, à chaque département, d'aller décliner et incarner ces objectifs pour les décliner en objectifs d'entreprise, d'équipe. Et ensuite, vous allez décliner ça jusqu'à l'individu, jusqu'à chacun de vos collaborateurs. Et tout ça, quand c'est suivi dans un super outil, ça vous permet effectivement déjà d'aligner tout le monde sur les objectifs de l'entreprise. Quand on parle de quête de sens, au moins tout le monde sait à quoi il travaille et dans quel sens il travaille et pour quel objectif il œuvre. Et puis, en termes de visibilité et de reconnaissance effectivement du travail accompli individuellement par chacun et collectivement au niveau de l'équipe et ensuite au niveau du département et plus globalement en quoi je contribue à l'avancée globale de mon entreprise et à la marche globale du monde, de mon entreprise, c'est un outil qui est super intéressant, les OKR, Objective and Key Results. Qui plus est, dans des structures opales, agiles, horizontales, où le pendant de ça, c'est souvent un peu de pouvoir être rapidement paumé si on n'est pas proactif, autonome, etc. Et donc, du coup, de se dire, OK, moi, je contribue à ça, mon objectif, c'est ça, parce qu'en faisant ça, je vais contribuer à ça et à ça et à ça, et j'ai participé à construire cet OKR en équipe, ça remet un peu de clarté dans des structures plus opales, quoi. Ouais, c'est un truc très bien auquel se raccrocher. Je suis complètement d'accord. Quand on est paumé, attends, retour aux essentiels. Les OKR, j'en suis où? Exactement.
Et ça permet Alors effectivement. malheureusement, vous voyez, on a encore plein de choses à vous dire, mais malheureusement, le temps est trop court pour ça. J'aurais bien voulu rebondir sur les OKR, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps. C'était donc un plaisir d'échanger avec vous deux, Nicolas et Perrine. Merci beaucoup pour Également, votre temps. merci à vous Merci deux. aussi à l'ESCA Business Hub d'avoir organisé ce webinaire et de nous avoir donné l'espace pour pouvoir échanger sur les sujets de quête de sens, de transparence et de compétences pour le futur du travail de demain. Pour le futur du travail, pardon, d'ici 2030. Évidemment, nous Demain. resterons à votre demain finalement, nous resterons à votre disposition pour répondre à vos autres questions. Pour ça, vous pouvez contacter directement Johanna qui a été merveilleuse sur le partage de vos questions avec nous et sur la gestion des sondages. Merci beaucoup, Johanna. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions à Johanna qui nous les transmettra. Vous aurez également aussi accès au replay. Et c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous et de répondre à vos questions sur tous ces sujets. Merci beaucoup et très bonne Merci. fin de journée. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.